On évoquera ce soir tour à tour le Nigeria avec cette nouvelle législation pour un meilleur partage des ressources pétrolières. Nous irons aussi en Guinée-Bissau où la CEDEAO a obtenu la démission du gouvernement nommé par le président Vache. Et puis le président Patrice Talon qui annonce le retrait des réserves de change du franc CFA et Monseigneur Poudreau, ça c'est la partie Togo à l'opposition, qui met en place deux commissions pour l'alternance autour du plateau. Ce soir, Ambroise Ponjo. Bonsoir Ambroise. Bonsoir Samuel, bonsoir à tout le monde. Bonsoir les confrères ici présents. Vous êtes le directeur de publication de l'hebdomadaire The Guardian. Chris Ega, directeur de publication de Express Info. Bonsoir Chris. Bonsoir mon cher Samuel, bonsoir à tous mes confrères. Bonsoir à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui nous suivent en ce moment. Mastic au forum de la semaine. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent, de près et de loin. On va commencer avec le Nigeria, le premier producteur de pétrole d'Afrique, a adopté cette semaine une nouvelle législation visant à bénéficier d'un meilleur partage des ressources avec les majors internationales, une mesure qualifiée de moment décisif par le président Muhammadu Buhari, selon Abuja, qui revendique tardivement une part équitable de ses revenus pétroliers. Cet amendement, présenté comme une évolution historique, ramènera des milliards de dollars dans les coffres de l'État, mais des experts y voient surtout une tentative mal préparée pour grossir sa trésorerie dans un contexte économique difficile et met en garde sur le risque de faire fuir les investisseurs étrangers. Ambroise Mondjo, quand on regarde de près dans cette nouvelle législation, on voit que par rapport à ce que gagnaient ces grosses multinationales qui excellent dans le pétrole au niveau du Nigeria, les parts qu'elles sont maintenant obligées de reverser à l'État sont beaucoup plus conséquentes qu'avant. Oui, absolument. Je crois que vous êtes sans savoir que le Nigeria, le premier producteur mondial du brut, premier producteur africain du brut, et en même temps un géant de près de 200 millions d'habitants. Le pétrole ne profite pas à la grande majorité des Nigérians, malheureusement. Vous savez, au temps de la dictature militaire, les militaires avaient voulu changer les règles du jeu en décidant de revoir la loi qui offre plus d'avantages à l'État nigérian dans la répartition des ressources que de laisser la grande partie aux sociétés d'exploitation pétrolière étrangères, ExxonMobil, Shell et autres, et Total et autres, qui sont installés dans le pays. Maintenant, c'est vrai que la crise de 2016, la récession de 2016, a revu les choses un peu plus en hausse au niveau des ambitions du côté des autorités nigérianes. Maintenant, cette loi-là, qui n'avait pas été actée, a été désormais lancée par Buhari, qui pense que c'est le moment ou jamais, parce qu'il avait déjà lancé le pic à ces sociétés pétrolières de payer 160 milliards de dollars ou un montant faramineux, ce que certaines sociétés sont réticents à honorer, tout simplement parce qu'ils ne savent pas là où le président nigérien a trouvé ce montant-là. Il faudrait que les montants soient basés sur les calculs précis. Maintenant, pour pouvoir contourner ces messieurs, il a décidé de revoir la loi, au moins faire augmenter le taux de part qui revient à l'État nigérian, en plus d'une taxe qui sera prélevée, une taxe de 10% qui sera prélevée. Donc, je crois que c'est une vue importante qu'il faut accorder à Muhammadu Buhari, au-delà du système protectionniste qu'il est en train de déployer ces dernières semaines. Il ajoute ce qui revient de droit. Parce que vous savez, moi j'ai toujours dit que les Blancs ont toujours exploité à vil prix nos ressources minières ou nos ressources naturelles. Quand vous allez au Congo, Kabila avait revu la situation, le cadre juridique même de cette exploitation avant de partir. Donc je crois que même la Guinée, ça essaie aussi de revoir sa loi. Le Togo aussi devait réviser certaines lois pour pouvoir donner plus de francs. Mais dans le cas spécifique du Nigeria, dans le cas d'espèce, je crois que c'est à saluer, mais il va falloir que le président nigérian soit prudent parce que ces sociétés, il y a un risque. Le risque, c'est de voir faire fuir les investisseurs. Oui, et moi, je dis, même si, il est arrivé à un moment donné dans les années 70-80, il y a eu de la nationalisation des sociétés nationales. Je donne l'exemple du Togo, où nous sommes en pleine privatisation de pratiquement toutes les sociétés. Peut-être ça peut être une bonne chose, une mauvaise. Mais dans le cas nigérian, ils sont en train de
faire un protectionnisme serré autour de tout ce qui est produit nigérian. Et si ça peut profiter aux exploitants nigérians eux-mêmes, je crois que c'est tant mieux. Et les exploitants étrangers ne voudront pas laisser cette manne-là aux nationaux, au risque de goûter la chose nationale avant de... Chris Sega, on est quand même dans un domaine où on ne peut pas dire que, c'est vrai, c'est le Nigeria qui possède les ressources pétrolières, mais ce n'est pas le Nigeria qui les exploite. Quand ce sont des étrangers qui viennent, notamment dans le cas du Nigeria, Shell, ExxonMobil, Chevron, Eni, Total et autres, et que vous faites des lois qui vont les faire gagner de moins en moins, vous risquez de les voir partir. Non, il faut dire que c'est une situation paradoxale parce qu'avant d'exploiter le pétrole, il faut passer par la prospection et qui est une étape très coûteuse. Et je crois que c'est généralement ce qui amène les pays africains à ne pas faire des investissements conséquents à la matière parce que la prospection, parfois ça peut tourner à perte parce que vous avez fait la prospection, vous n'avez pas trouvé de pétrole, vous êtes obligé, avec tout ce que vous avez dépensé, de partir ailleurs pour reprendre encore la même opération. Ce qui fait que les Africains, les pays africains en général qui ont du pétrole, qui possèdent du pétrole, n'arrivent pas à s'aventurer dans cette affaire-là, surtout en matière de prospection. Or, il faut nécessairement passer par là. Ce qui est réservé aux grosses multinationales qui ont les moyens et qui peuvent investir et qui ne craignent pas de perdre parce qu'à la longue, cela finit toujours par payer. Bon, ceci étant, maintenant que le Nigeria, connaissant sa force de frappe, sachant que peut-être elle a une certaine maîtrise même du système et de cette façon, n'oubliez pas qu'aujourd'hui les investisseurs se bousculent un peu sur ce chapitre-là d'investissement. Il y a les Chinois qui sont arrivés. Par le passé, c'était domaines uniquement réservé aux Européens, aux Américains, aux Européens, aux Américains, etc. Mais les Chinois qui jouent maintenant au troisième larron font qu'il y a une forme de concurrence qui profite aux Africains. Et je crois que... Surtout aussi avec la présence de la Russie. Absolument. Il y a la Russie aussi qui vient, qui pointe de son nez déjà au Soudan, etc. Qui aussi... et puis en Centrafrique, vous savez maintenant, la Russie aussi veut sa part de gâteau. Et ça fait déjà deux acteurs non négligeables qui arrivent sur le marché. Ce qui fait que ce n'est pas encore une inflation d'investisseurs, mais en tout cas, ces nouveaux investisseurs viennent changer fondamentalement les données du marché. Et je crois que c'est sur ça que le Nigeria surfe. Parce qu'il est un peu... Il est malin. Si vous savez, on dit généralement que c'est un don d'être malin, mais c'est faire le malin qui est faire l'idiot. Donc je crois que Boari, généralement les généraux qui sont passés par là, ont voulu quand même donner l'opportunité au Nigeria de changer. Mais généralement, ce ne sont pas directement les multinationales, mais elles sont adossées à des pays, riches, des pays puissants qui interviennent pour menacer ces pays-là de rétorsion économique si jamais ils ne se plient pas à la volonté de ces multinationales. Vous savez déjà ce qui s'était passé au Congo, au Gabon, un peu partout en Afrique où il y a du pétrole. Je crois qu'on ne lâche pas le pays détenteur de ces richesses-là à pouvoir en profiter. Et puis surtout que c'est une économie de rente parce que vous n'oubliez pas que les pays africains qui possèdent du pétrole n'investissent pas, ne diversifient pas l'économie, ce qui veut dire que s'ils sont dépendants de ce pétrole, lorsqu'il y a menace, ils sont obligés de se plier à la volonté de ces pays-là parce que ça va déséquilibrer l'économie. Mais aujourd'hui, je crois que le Nigeria a atteint peut-être un niveau de maîtrise de son marché, ce qui fait qu'il peut se permettre cette chose. Oui, mais justement, en parlant de cela, on voit quand même si aujourd'hui le Nigeria essaie de faire une législation, en tout cas, c'est vrai que cela aurait dû être fait depuis, puisqu'ils ont dit que si le prix du baril dépasse les $20, il doit y avoir une nouvelle législation et les $20 ont été dépassés depuis plusieurs années. Mais si le Nigeria le fait aujourd'hui, ça montre que ce pays est très dépendant du pétrole, n'arrive pas à diversifier en tout cas ses sources de revenus aujourd'hui. Non, on ne peut pas dire ça comme ça. Peut-être au niveau de
de ce qu'on peut tirer du pétrole, peut-être oui, mais le Nigeria, c'est aussi un géant industriel. Hein. Le Nigeria a beaucoup d'autres industries pour pouvoir assumer ses revenus, mais il n'en demeure pas vrai que le pétrole constitue la principale force de la richesse nigériane. Moi, ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal qu'on puisse faire un accord et après une génération entière, on ne puisse pas toucher à cet accord. Cet accord a été fait, signé depuis 1993. Jusqu'à maintenant, ça fait 26 ans, plus de 25 ans, donc plus d'une génération. Et on ne peut pas toucher à cet accord. Et puis, le général Bouhari a tout dit. Ses prédécesseurs se sont... c'est tout. Hein, ils ont tout fait pour veiller à leur propre intérêt et en oubliant l'intérêt du pays. Et donc, il est temps de recadrer les choses. Et donc, c'est vrai que quand ça vient comme ça, les multinationales font tout pour se mettre ensemble et résister. Voilà, et résister. Mais quand cela ne tienne, hein, il y a le troisième là-haut, quelque part, qui peut être la Chine, qui peut être la Russie, qui peut être d'autres pays encore. Et ce qui fait aussi mal, et il me fait aussi mal personnellement aussi, c'est que on ne peut pas se faire gérer une entreprise pendant des décennies sans chercher à exploiter cette entreprise soi-même. C'est-à-dire que le Nigeria, depuis, devait chercher à exploiter le pétrole lui-même. Étant donné que la réserve plutôt pétrolière qui est là est très importante, étant donné que ils savent que ce n'est pas une exploitation saisonnière, mais c'est une exploitation continue. Dans ce cas, ils devaient tout faire pour prendre la main. C'est vrai que ces multinationales sont devant, mais qu'est-ce qui empêche le Nigeria de faire une exploitation personnelle? Ou les pays africains de s'organiser, les pays africains exportateurs de pétrole, de s'organiser pour... Vous savez, le mal... D'investir ou bien au moins de participer au capital. De façon importante, de façon conséquente. Et pourquoi ne même pas détenir la majorité des actions au sein de ces sociétés d'exploitation? Non, mais ils peuvent... Mais attends. Quand vous savez que vous avez... Parfois, c'est des choses qui dépassent le budget. Même oui, mais sur le champ, ils ne peuvent pas le faire. Mais imaginez que ces pays exploitent ces pétroles sur des années, des dizaines d'années durant. Et si les pays africains se mettent ensemble, vous pensez qu'ils ne peuvent pas le faire? On peut se mettre ensemble, faire ça au Gabon, on se met ensemble, on fait ça au Nigeria. Le Ghana qui vient de découvrir le pétrole, on peut venir là-bas après, Afrique du Sud, le Tchad, et tous ces pays exportateurs de pétrole en Afrique peuvent s'unir et exploiter à bon escient ces produits-là. De l'autre côté aussi, il faudrait qu'on maîtrise réellement ce qu'on exploite là-bas. Il y a des témoignages au Congo, des anciens exploitants de ce pétrole-là, au Congo, de ce pétrole au Congo, qui disent que le pays ne connaît pas le nombre de barils exploités par les sociétés. Monsieur Sokou, moi, quand je faisais mes études, on nous avait informé que quand vous allez sur... une plateforme dans un pays africain, les seuls autochtones, enfin les natifs de ce pays que vous voyez sont cuisiniers ou bien sont nettoyeurs chimiques. C'est tout. On les empêche systématiquement d'approcher. Le risque que nous n'évoquons pas trop dans le cas du Nigeria, c'est justement sur ces investisseurs, s'ils ne sont pas contents, eh bien ils peuvent plier bagages et c'est le Nigeria qui va payer le contrepoids. Oui, ça renvoie à cette histoire de cacao-café dont le Ghana et la Côte d'Ivoire ont eu à décider la dernière fois et qui a fait appeler des sénateurs américains pour une enquête sur ces histoires fameuses d'enfants. Ces enfants travaillent depuis des temps immémoriaux. Vous voyez que les faits sont trop coïncidents. C'est le moment là ils ont choisi de venir faire leur enquête. Ça rejoint quelque part ce que, je ne sais pas si c'est Chris ou Dimas qui le dit, les Occidentaux, c'est Chris, qui ont leurs yeux rivés sur nos richesses, nos ressources. Vous savez, ça me rappelle Jacques Foccart, la guerre de Biafra. Cette guerre, je l'ai vue en film. On ne peut pas parler du pétrole nigérien sans parler de ça. Je t'ai dit que j'étais ahuri. Il y a des choses qui se... Quand on parle de... La guerre, ce n'est pas une bonne chose. Ce pétrole a attiré la mouche française.
avec Foka en tête. Heureusement qu'ils ont été boutés parce que le soutien que les Idjo et autres ont, c'est d'avoir les Français à travers Total pour exploiter le pétrole du Nigeria, du sud-ouest du Nigeria, des terres du Niger. Donc ça a rejoué carrément les intérêts occidentaux qui sont en jeu. On va marquer la première pause et on va revenir tout de suite. C'est un débat intéressant.